Et à 19h24, je voudrais saluer mes invités. Danielle Simonet qui est en studio avec nous, oratrice nationale de la France Insoumise. Bonsoir Danielle Simonet. Fabrice Dalméda qui est déjà là aussi, consultant histoire sur Europe 1. Bonsoir Fabrice. Mathieu. Ça va la journée? Oui, ça va. Commencé très tôt, vers 6h15. Hein. Oui, tôt et puis joyeuse parce qu'on a déjà parlé ce matin de cet anniversaire dont on voit que les Français sont peut-être pas aussi enthousiastes qu'on pourrait le penser. Je donnerai ce sondage du Figaro ce matin, tiens, qui m'a un peu surpris pour être honnête. Puis Jean-Philippe de Rosier qui s'installe en studio, qui est constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université de Lille 2, auteur d'un blog La Constitution décodée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. À toutes et à tous, je vous présente Benjamin Muller. Bonsoir tout le monde. Depuis hier, vous avez tout écouté, tout lu sur ce qui s'est dit à propos de la démission de Gérard Collomb. Du coup, on a un bon espoir que vous nous révéliez ce soir qui va le remplacer. Minute, papillon, minute, ne soyez pas trop pressés. Déjà, on va parler de Collomb, hein. Il va pas s'en tirer si facilement, n'est-ce pas Pascal Praud? Et on peut s'interroger sur le sens de l'état de Gérard Collomb, qui s'en va avant même qu'un remplaçant soit nommé. C'est un peu comme si le capitaine du Titanic était monté en premier dans la chaloupe. Voilà, vous imaginez Collomb, capitaine du Titanic, le film aurait eu une autre tronche. Alors, à propos de Collomb, François Hollande était ce matin sur Public Sénat. Question. C'était une erreur de prendre Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous avez vu Danielle Simonet, ça c'est la classe de François Hollande. Il pourrait tailler, ce serait facile, mais il se retient, ça c'est classe. Je ne peux pas répondre à cette question. Il vous a pas échappé que je ne l'avais pas pris comme ministre quand j'étais président de la République. Ah, c'était tentant quand même. Alors Mathieu, maintenant qu'on a réglé son compte à mon GG, oui je l'appelle mon GG, vous comprendrez pourquoi après, qui pour le remplacer? Des noms fuitent dans la presse, on va faire le point avec Jean-Michel Apathy. Darmanin par exemple. On parle de Gérald Darmanin, il y connaît rien en sécurité, mais il peut s'y mettre. C'est vrai que c'est pas rassurant du coup. Tiens on regarde, Christophe Castaner, c'est mieux non? Christophe Castaner, pourquoi pas, il y connaît rien en matière de sécurité, mais il peut s'y mettre. Ah ouais, bon du coup non, alors attendez, qu'est-ce qu'il nous reste? Jean-Yves Le Drian, attendez, homme d'expérience, on valide hein Jean-Michel. Et Jean-Yves Le Drian, c'est pratiquement l'âge de Gérard Collomb et c'est le même dynamisme que Gérard Collomb. Donc ça fait rêver. Ouais, du coup, vendu comme ça, c'est pas simple. Ah, on me signale à l'instant que sur RTL, ils viennent d'avoir une bonne idée. Le meilleur, c'était Nicolas Sarkozy, mais je crois que c'est pas ça. Danielle Simonet, ça aurait de la gueule. Hein. Vous avez vu que c'est que des hommes. On pense jamais à une femme à l'intérieur. Ah, il y a que ça qui vous choque. On dit Sarkozy, on choque. Il y a que ça qui vous choque. Bon, bah écoutez, hein, c'est la France insoumise. Alors, écoutez les degrés de macronisme. Alors, j'ai conscience qu'on ne fait pas vraiment avancer le bousin avec cette chronique, alors on va se tourner à nouveau vers Collomb, invité de CNews ce matin. Quelle affaire quand même! Aujourd'hui, le président de la République et le Premier ministre sont en train de régler le problème. Vous savez, vous connaissez le temps. Dans 3 jours, personne n'en parlera plus. Ouais, alors on fera le point dans 3 jours. Je suis pas sûr de votre histoire. Le meilleur moment de l'interview, c'est quand même quand Gérard Collomb a parlé de son attachement pour Brigitte Macron. On s'appelle toujours Brigitte et Gérard. Ouais. Et elle m'appelle même dans des accès de tendresse, mon GG. Ah, ouais. Oh, c'est mignon. Il va nous manquer, hein, mon GG. C'est ce que vous me confiez, Daniel. C'était contre nous, non? Non, mais ça. Une sacrée journée où on a eu la démission de Manuel Valls et de Gérard Collomb. Bonne journée pour vous. C'était cadeau. 19h27, vous êtes sur Europe 1. On va prendre un peu de hauteur ce soir. Au-delà de toutes ces polémiques politiciennes, parlons de la 5ème République. Elle a 60 ans aujourd'hui. Europe 1. Alors je ne sais pas si on a prévu un gâteau avec des bougies pour les 60 ans de la Constitution. En attendant, est-ce qu'il faut passer la 6ème? Fabrice Dalméda, Jean-Philippe de Rosier et Danielle Simonet sont en studio. Il manque plus que vous. Oula, non, je vois qu'il y a pas mal d'appels sur la question 39-21. Vous serez avec nous en direct ce soir. Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et vos invités Mathieu Danielle Simonet, oratrice nationale La France Insoumise, Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université de Lille 2 et Fabrice Dalméda, consultant histoire à Europe 1. On va voir à la fin de cette émission si oui ou non on va souffler les bougies pour les 60 ans de la Constitution, si oui ou non on sortira une bouteille du frais. Fabrice Dalméda, la réalité c'est qu'elle est arrivée dans un contexte politique très agité, cette Constitution de la 5ème République. Ah bah clairement, il y a les mauvaises langues disent même qu'elle est la fille d'un coup d'État. En l'occurrence, le 13 mai 1958, les généraux à Alger créent un comité de salut public, mettent la pression sur les parlementaires de la 4ème République en considérant qu'ils sont incapables de régler le conflit algérien, comme ils ont été incapables de régler favorablement le conflit indo-chinois. Et donc l'armée met sous pression et on cherche un homme, une solution pour en sortir. Sur le balcon de la résidence, le général Salan, qui est responsable du comité de salut public, crie « Vive de Gaulle ». Donc on se dit que c'est peut-être la solution. Tour des partis autour du général de Gaulle pour savoir si c'est un démocrate. Guy Mollet va le voir. Guy Mollet, patron du Parti socialiste de l'époque, va le voir. Il revient, réunion houleuse avec tous les parlementaires socialistes. Il dit « C'est un démocrate quand même, mais pas comme nous. Mais c'est quand même un démocrate ». Et donc finalement, les partis modérés acceptent de faire
faire une délégation de pouvoir pour le général de Gaulle, de l'investir d'abord comme Premier ministre, puis de lui voter les pleins pouvoirs, alors avec des limites, le constitutionnaliste les connaît mieux que moi, mais avec des limites pour faire une nouvelle constitution. Mais le point de départ de tout ça, c'est que dès 1940, on s'est pris une claque monumentale. Un des jeunes ministres de l'époque s'appelle De Gaulle. Il a vu l'impuissance du chef du gouvernement. Il a vu l'impuissance du président de la République. Dès 1946, il dit il faut une constitution avec un système plus autoritaire, avec un respect de la hiérarchie, un exécutif fort. Et donc, lui, il a déjà en tête ce qu'il veut. Jean-Philippe Desrosiers, on a beaucoup dit un temps que cette constitution était faite sur mesure pour le général de Gaulle. N'empêche qu'elle lui survit très bien. Elle lui survit même parfaitement. Et c'est l'esprit de cette Constitution qui lui survit parfaitement. Parce que parfois, on dénonce, et je suis sûr qu'on le fera dans pas longtemps à cette antenne, les excès de la Ve République, les excès du présidentialisme, les abus de pouvoir, le Parlement impuissant, etc. Ce qui est parfaitement discutable et même faux. Et dès 1958... Vous mon intervention et vous y répondez avant même que j'ai pris la parole. Vous voyez, c'est la clairvoyance du constitutionnaliste. La Ve République avait un objectif, c'était de stabiliser le pouvoir en créant un contrat politique entre le peuple et les institutions. Au sommet des institutions, un président, et pour le soutenir, une assemblée. Et c'est ça la logique de la Ve République, d'avoir un président élu par le peuple, un président légitime qui détient une mission politique que le peuple lui confie, et qu'il ne peut mener qu'avec le soutien d'une majorité à l'Assemblée nationale. Car sans cette majorité, il ne peut rien. Si cette majorité est absolue, alors il a un pouvoir très étendu. Si elle est plus relative, il a un pouvoir plus relatif. Daniel Simonet, vous, à la France Insoumise, et vous m'arrêtez si je me trompe, ce que vous reprochez entre autres à cette Constitution, c'est justement cette concentration de pouvoir chez un seul personnage public. Oui, tout à fait. C'est un régime plutôt de monarchie présidentielle. La Ve République, elle a 60 ans. Bah écoutez, 60 ans pour moi, c'est l'âge de la retraite. Il faudrait justement passer à la 6e. Oui, mais bon, et c'est pour ça d'autres partis la voient un peu plus tard. Justement, oui, mais justement, nous, on est cohérents, vous voyez. On défend la retraite à 60 ans. C'est bien, vous défendez une mesure de François Hollande. C'est lui qui l'a instauré. On souhaite également, bien passer à une 6e République, et on pense justement qu'il faudrait, par la convocation d'une assemblée constituante, permettre au peuple de pouvoir redéfinir les règles du jeu, reconquérir sa souveraineté, parce qu'on est dans un régime de monarchie présidentielle, d'hyperconcentration, et qui est arrivé complètement au bout du bout. Regardez la crise démocratique avec une abstention extrêmement forte. Il faut absolument redéfinir l'ensemble des règles du jeu. Mathieu est en ligne avec nous au 3921 depuis Paris. Bonsoir Mathieu. Oui, bonsoir Mathieu. Bienvenue sur Europe 1. C'est gentil, merci. Il y a un peu d'écho. Je suis très attaché aux institutions de la Ve République. Et je les trouve à la fois souples et solides. On a pu s'en rendre compte, je trouve, lors des périodes un petit peu tarabiscotées de la cohabitation, qui était assez intéressant de voir comment nos institutions allaient réagir, d'avoir un chef d'État de droite avec un Premier ministre de gauche et inversement. Et on s'est rendu compte que nos institutions ont très bien fonctionné, ont très bien digéré cette première qui arrivait dans l'histoire de la République de traverser la cohabitation. Donc je trouve que moi, ce qu'on vit en ce moment, c'est plus une crise de la Macronie. Il ne faudrait pas qu'on cache la faillite et la perte d'autorité du chef de l'État à travers une remise en question de nos institutions. Je pense que finalement Macron, qui avait donné une image lors de son investiture d'un peu de hauteur et de dignité dans la fonction du président de la République, ne tient pas ses troupes. Pour vous, il y a plus une crise politique et pas forcément institutionnelle. C'est exactement mon idée, et la meilleure preuve, c'est que on se retrouve avec 3 ministres d'État qui ont démissionné en 18 mois, donc c'est quand même assez important. Merci Mathieu, merci de votre appel au 3921, 19h36. Europe 1. On revient tout de suite, et dans le détail de cette constitution de la Ve République, je voudrais qu'on parle du quinquennat, parce qu'on a évoqué à l'instant les questions de cohabitation qui n'existent plus, le quinquennat qui a peut-être renforcé les pouvoirs du président de la République. Nous y revenons dans un instant, il est 19h36. Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et vos invités. Mathieu, l'oratrice nationale La France Insoumise, Daniel Simonet, le consultant histoire à Europe 1, Fabrice Dalméda, et le constitutionnaliste Jean-Philippe Desrosiers, professeur de droit public à l'université de Lille 2. Dans le Figaro ce matin, on pouvait lire que seuls 44% des Français se disent attachés à la Ve République. J'ai souvenir de débats autour de la 6e République qui datent déjà de plusieurs longues années, mais
qui était très présent pour le coup en 2017 avec deux candidats, le vôtre, Daniel Simonet, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, qui prenaient la 6ème République. Les Français, Monsieur de Rosier, ne sont plus si attachés que ça à la 5e. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous citez ce sondage. Moi, j'en ai vu un autre qui disait qu'ils étaient 49 versus 50 à être pour ou contre. Bon, donc on est vraiment dans la marge d'erreur. Disons 1 sur 2, voilà. mais 1 sur 2, c'est pas... Et surtout, lorsque je vois, premièrement, le scrutin présidentiel et les élections présidentielles, effectivement, vous avez cité 2 candidats qui prenaient un changement. Aucun des 2 n'a accédé au second tour. Tous ont recueilli, effectivement, Monsieur Mélenchon a recueilli un suffrage tout à fait honorable, mais insuffisant pour accéder au pouvoir. Les Français ensuite se prononcent une deuxième fois. Quoi de plus démocratique que de se prononcer 2 fois? Ils se prononcent une deuxième fois. Ils auraient très bien pu envoyer une majorité hostile à Emmanuel Macron, d'autant plus que là, l'épisode était particulièrement propice à cela. Il n'avait pas vraiment de parti implanté dans les territoires. Tout le monde se demandait au lendemain de son élection s'il aurait une majorité. Et voilà qu'il a une majorité particulièrement répandue entre les 2 tours. On se demandait même s'il allait encore y avoir une opposition. Si les Français avaient fait le choix de la cohabitation ou de l'absence de majorité absolue, le régime aurait été transformé, ou en tout cas l'exercice du pouvoir serait nettement différent. Mais les Français ne le souhaitent pas. On en vient à ce que je disais juste avant la pause. Daniel Simonet, justement, c'est quoi? C'est le quinquennat qui pose un problème parlementaire dans ce régime? Mais pas uniquement, c'est beaucoup plus global. Vous avez à la fois une concentration du pouvoir sur une personne, finalement, sur le chef de l'exécutif, et qui par ailleurs bénéficie d'une irresponsabilité complète. Il n'a de compte à rendre à personne. Vous votez, et ensuite vous devez attendre la fin du mandat pour pouvoir vous exprimer au moment du scrutin. On demande par exemple, à travers l'Assemblée constituante qu'on souhaite lancer, qu'il puisse y avoir par exemple un référendum révocatoire, qu'à mi-mandat, eh bien le peuple, s'il le souhaite, eh bien puisse demander à ce qu'il y ait à nouveau un rendez-vous électoral pour pouvoir décider si oui ou non on continue avec avec les responsables élus, que tout responsable élu ait des comptes à rendre. Parce que cette impunité, quand vous regardez par exemple les affaires de monsieur Cahuzac en passant par Fillon, en passant par l'affaire Benalla, on a le sentiment qu'il y a une contamination de cette irresponsabilité du pouvoir. L'autre problème très fort dans cette 5e République, c'est sur cette mesure-là. Ça veut dire que pourquoi à ce moment-là pas réduire tout simplement la durée des mandats? À ce moment-là, pourquoi pas faire des mandats de 2 ans et demi? Non, à mi-mandat, vous vous rendez compte. Ça changerait la donne. Autre chose, on estime que dans cette 5e République, on voit qu'il y a eu cette concentration du pouvoir a amené aussi un renforcement de la logique oligarchique, de la collusion d'intérêts entre le monde politique, le monde économique, une partie aussi du monde médiatique. Et il y a eu un article très intéressant que j'ai lu dernièrement du sociologue Luc Rouban qui montre que justement en Macronie, il y a eu une accélération aussi de la privatisation du pouvoir et de la logique de pantouflage, qui fait que les gens se sentent totalement dépossédés de leur souveraineté. Fabrice Dalméda. Moi, ce qui me frappe là dans ce que vous dites, il y a des aspects auxquels je pourrais même adhérer, mais c'est que c'est très différent la gestion d'un système politique et une constitution. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous êtes en train de dire, ce qui est très intéressant, ce que vous êtes en train de dire, c'est il y a des réseautages, il y a du clientélisme, etc. Donc il y a du personnel politique qui a sûrement ses défauts, qui est sûrement pas assez vertueux, mais jusqu'à preuve de contraire, vous aviez sous la 4e République une caste similaire, vous l'aviez sous la 3e, et sans vouloir faire offense au général de Gaulle, c'était quand même un moment, les années 60, où s'il y a eu une étape de grande collusion entre les grandes entreprises françaises et le pouvoir républicain, c'était quand même ça. Et on peut dire qu'on avait une économie qui était une économie semi-planifiée, et les grands entrepreneurs suivaient et on étaient avec... On n'en appelle pas au retour à la 4e, vous aurez remarqué qu'on en appelle à la 6e, donc on pense qu'il y a une nouvelle étape. Oui, mais en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous faites une critique du personnel politique, que je peux entendre, mais c'est pas une critique des institutions. Ah, ça, pour ça moi, ne c'est montre pas dans la réalisation. Parce que ça c'est justement concentré. On va prendre Denis qui est en ligne avec nous ce soir au 39-21. Bonsoir Denis. Bonsoir. Bienvenue sur Europe 1. Est-ce que vous êtes de ceux qui sont attachés ou non à la 5e République ? Je n'y suis plus attaché. Suite aux événements qu'on voit ces années passées, non, je n'y suis plus. Elle a plus de raison d'être. Mais qu'est-ce qui vous gêne ? Pour quelle raison ? Ça fonctionne pas comme le président. Il y a quelque chose qui va plus dans notre pays. Ça tourne pas. On n'y arrivera pas à faire retourner notre pays. Mais qu'est-ce qui vous gêne ? Vous dites la Constitution. Elle bloque éventuellement des changements. Il y a un problème démocratique sur quel point ? Parce que c'est un peu vague, Denis.
c'est sûr que c'est un peu vague, mais c'est vrai que l'Assemblée nationale, oui, c'est le reflet du président. Hein, faut être honnête, quoi. Et puis après, ça bloque pour passer devant le Sénat. Philippe de Rosier, il y a un problème de séparation des pouvoirs, non, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait voter juste après la présidentielle. En réalité, on sait très bien que depuis le quinquennat, on vote comme on a voté à la présidentielle. Je ne sais pas pourquoi depuis le début de notre émission, vous voyez un problème dans la Cinquième République. Il n'y a pas de problème. Pour prendre il y a presque un Français sur deux qui vote ça, mais il n'y a pas de problème. Tout va bien. L'illustration de ce que vous venez de dire, on prend la législature précédente avec François Hollande. François Hollande remporte l'élection présidentielle en 2012. 5 semaines après, comme ça se passe à chaque fois désormais avec le quinquennat, il y a les élections législatives. Il remporte, je crois de mémoire, 292 ou 293 députés socialistes, alors que la majorité absolue est de 289, soit une majorité absolue très de justesse. Et on a vu comment son pouvoir s'est étiolé par rapport à celui qu'exerce aujourd'hui Emmanuel Macron. Très rapidement, dès le mois d'octobre-novembre 2012, il est confronté à ces frondeurs. Après, il a exercé le pouvoir peut-être différemment, il n'a pas fait de rappel à l'ordre, mais on voit bien que le pouvoir vient de l'Assemblée nationale. En gros, vous êtes en train de dire que c'est que la gestion du pouvoir, mais il y a quand même une question qui se pose, qui est celle de la représentativité. Ce que appelle Madame Simonet, le peuple est au moment où il vote aux élections présidentielles et aux élections législatives, et vous n'appelez pas à une 6e République, vous appelez déjà à une 7e, car vous ne faites que contester les institutions qui existent aujourd'hui. Si demain on change, sauf si on adopte votre modèle, mais si demain on change pour un modèle qui vous ne satisfait pas, vous allez appeler à une 7e. Et ceux qui ne se satisferont pas de la 7e, gardez-en pour la dernière partie. Attention, jingle. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous restez bien sur Europe 1, on revient dans 30 secondes. Vous voyez le débat sur la 5e République? Je suis ravi, c'est un débat de fond qui nous concerne, c'est la loi des lois quand même. Et je suis ravi de voir aussi que vous nous appelez au 3921. Nous revenons tout de suite sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec vos invités, le consultant histoire à Europe 1 Fabrice Dalméda, le constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier, professeur de droit public à l'université de Lille 2 et l'oratrice nationale de la France Insoumise, Danielle Simonet. Danielle Simonet, si je comprends ce que vous voulez en regardant le programme qui était celui de la France Insoumise, c'est l'amender la Constitution, c'est y ajouter des éléments, c'est pas forcément... Non. On veut vraiment convoquer une assemblée constituante pour permettre au peuple de pouvoir redéfinir les règles du jeu. Et ce faisant, il se reconstitue aussi en tant que peuple politique. On pense aussi que le contexte aujourd'hui n'est pas du tout le même qu'en 58. Vous prenez par exemple la question climatique. Elle est majeure, la question écologique est majeure. On souhaiterait pouvoir inscrire par exemple la règle verte et la préservation des biens communs dans la Constitution. Parce qu'il faut arrêter par exemple de prendre à la terre plus que ce qu'on est capable de régénérer. On pense aussi par exemple qu'il n'y a pas de déclaration des droits humains rattachée à la Constitution de 58. Or, aussi sur ces questions-là, les choses ont changé. Vous prenez par exemple la thématique du droit de mourir dans la dignité. Ou, moi qui suis féministe, une question qui pour moi est essentielle, la question du droit à l'avortement, le fait de pouvoir maîtriser son corps. Eh bien, ça devrait être inscrit dans une déclaration des droits humains rattachée à la Constitution. Et là, je pense que on a aussi sur ces éléments-là une nécessité de convoquer une assemblée constituante pour qu'on ait des représentants du peuple qui ne soient pas les mêmes que ceux de l'Assemblée nationale et qui soient mandatés uniquement pour redéfinir ces règles du jeu. Fabrice Dalméda, vous me disiez hors antenne il y a quelques minutes que depuis 58, elle en a traversé des vertes et des pas mûres, cette constitution. Elle a traversé des tentatives de coup d'État. Rappelez-vous, en 60, en 61, le putsch des généraux. Rappelez-vous, mai 68, une quasi-révolution. C'est quand même des moments clés. Elle a traversé une alternance avec une gauche qui n'était pas arrivée au pouvoir depuis 20 ans et qui pensait qu'elle allait justement révolutionner les institutions. Et puis non, cette gauche, elle s'y est adaptée. Parce que Jean-Luc Mélenchon, qui vient du Parti Socialiste et qui voue quand même un certain culte à François Mitterrand, François Mitterrand, il a gardé la Ve République. Toutes les institutions, rien que les institutions, mais les institutions. Alors qu'il avait écrit en 1964 un brûlot pour dire que... Le coup d'État permanent. Pour dire que la Ve République était un régime autoritariste, presque une dictature, une pseudo-tyrannie. Donc vous voyez que... Et Jean-Luc Mélenchon, malgré qu'il soit candidat à la présidentielle, a toujours défendu justement que la fonction présidentielle ne reste pas. C'est-à-dire qu'il était candidat à la disparition de son propre fonction. Si on a fait ce petit rappel, juste Danielle Simonet, c'est pour dire que 60 ans, c'est vrai que c'est peut-être l'âge de la retraite, mais c'est aussi l'âge de l'expérience. Donc c'est le moment où peut-être un régime atteint sa maturité. Jean-Philippe de Rosier, je voudrais vous poser une question, vous qui êtes constitutionnaliste. Ce matin, François Hollande a laissé entendre que, c'est une proposition qu'il fait, il n'a aucun pouvoir, rassurez-vous, de supprimer le poste de Premier ministre.
Il a dit l'expérience du pouvoir m'a montré que le poste de Premier ministre ne sert à rien. Il voudrait un président un peu à l'américaine, un congrès à l'américaine. La logique aussi. de la 5e. Il voudrait travailler plus pour gagner super plus. roi. C'est peut-être parce que il voue une certaine rancœur à l'égard de certains premiers ministres. Mais c'est une vision des institutions que je ne partage pas avec François Hollande. Je pense que nous sommes un régime parlementaire, que nous l'avons toujours été, et que le régime américain que propose François Hollande, avec un président élu par le peuple et un parlement, ne fonctionnera pas en France. Parce que ce que l'on ne voit pas de notre côté, c'est que le régime américain repose sur un élément politique qui n'est pas juridique, qui est politique et qui est culturel dans l'esprit des Américains, qui est la collaboration permanente. Les démocrates votent continuellement avec les conservateurs en fonction des enjeux, des amendements, des textes, et cette collaboration partisane est totalement étrangère à l'esprit politique français, où on a le rôle du clivage. Le Parlement laissez-moi terminer. En ce moment. Où on a le clivage entre la majorité et l'opposition. Et donc ce régime parlementaire ne peut pas fonctionner différemment parce que les blocages institutionnels auxquels mène quelconque politique sont dépassés par cette collaboration ou par la menace d'une dissolution, d'une motion de censure. Et si on supprime cette dernière sans avoir la première, eh bien, on va se heurter à un blocage définitif. Daniel Simonet, vous étiez en train de dire que le Parlement exécute en gros ce que veut le président de la République. C'est ce que vous disiez. Oui, juste en un mot, vous le voyez bien du côté de la France Insoumise. Il y a une activité un mot. Il nous reste une quinzaine de secondes. Il y a une activité parlementaire qui existe. Il y a des commissions. Aujourd'hui, le Parlement n'est pas complètement impuissant. Vous êtes utile. On a 17 élus qui se battent comme c'est pas possible. Franchement, on en est extrêmement fiers, mais on voit bien qu'ils ne sont absolument pas respectés. Quand les votes sont prévus à 5h du matin, que de toute façon, tout est piloté depuis l'Élysée, que les rangs de La République En Marche ne sont là que pour être des godillots, le Parlement est totalement méprisé. Et puis la séquence d'avant, c'était le recours au 49.3 ou bien les ordonnances. Non, là, franchement, j'ai le sentiment que les représentants du peuple ne sont pas du tout respectés dans leur tâche. C'est la logique majoritaire. Nous allions vous mettre d'accord ce soir, la logique majoritaire qui vous prévaut dans la 5e République en l'occurrence. La démocratie, c'est le peuple et le gouvernement. Et pour merci à vous trois. C'est terminé. Par le peuple, pour le peuple. On continuera ça une autre fois. Daniel Simonet, merci beaucoup, oratrice de la France Insoumise, oratrice nationale de la France Insoumise. Jean-Philippe de Rosier, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université Lille 2, auteur d'un blog La Constitution décodée. Pour ceux qui voudraient comprendre après écoute de ce podcast ce soir, Fabrice D'Almeida, merci beaucoup. Merci à demain matin 6h15. Oui, sur merci Europe 1. Mathieu. On parle de quoi demain? Bon pied et bon oeil. Et peut-être qu'on va parler de la naissance de la littérature jeunesse et peut-être qu'on va parler de Charles Perrault, les contes de Perrault. Vous vous souvenez? Ça me fait un peu rêver. Je me souviens très bien. Émilie Mazoyer, bonsoir. Salut. Comment ça va, Émilie? Ça va, c'était un peu haché, mais vous m'avez reconnu tout de suite. Je vous ai retrouvé. Ah voilà, j'embrasse chaleureusement Fabrice D'Almeida. Ah bah voilà, oui, notre historien maison. Merci. Voilà, je vous kiffe Mathieu, mais lui il est dans mon top 3 il est aussi. Spécial. Ouais, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on écoute ce soir? Vous allez pas me dire que Michael Jackson est votre invité? Il est revenu, juste pour nous. J'ai comme un doute, Émilie. Ça nous a coûté un peu cher. Mais... Non, on aura avec nous Riyad Betouche et Benoît Cachin, les deux auteurs d'un bouquin ultra complet, Michael Jackson, l'intégrale, sorti chez Grund. Eh bien, bonne soirée avec du Michael. C'est quand même une très belle promesse sur Europe. 19h56, à plus tard, Émilie. À demain, Ombline. À demain, merci Mathieu Béliard. À tout à l'heure, Émilie Mazoyer. Et à tout de suite, Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1. Europe 1.